Alors, maintenant, on va expérimenter l'isolation des transactions et des éventuelles erreurs qui peuvent arriver voilà, durant la gestion de ces sessions. Alors, là, par exemple, pour commencer, nous avons la table qu'on avait créée. Je vais ici donc exécuter cette requête pour voir son contenu. Voilà, je vais exécuter cette requête pour voir son contenu. Et voilà, il est là. Il y a le dernier enregistrement, c'est Jacques 112, bon, numéro 13. Je fais pareil ici. Comme ça, on va voir ce que l'on a. Voilà, là, on est au même endroit, c'est OK. On est, donc, comme c'est la même table, nous sommes dans un état qui est stable. Très bien. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais, comme je l'ai dit, je vais faire de auto-commit. Je le mets à zéro, histoire de dire que... Pardon. Alors, du coup, je fais cet autocommit égale zéro pour donc, disons, à gauche, j'ai transaction 1, à droite, j'ai transaction 2. Ici aussi, je fais cet autocommit, autocommit égale zéro. Bon, voilà. Jusque-là, c'est bien, je valide cette instruction. Donc voilà, je suis là, on est au même endroit. Déjà, je vais par exemple dans la session. Donc, le fait de dire que autocommit égale zéro, ça voudra dire que des enregistrements dans la base de données vont se faire de manière, donc la validation des données dans la base de données vont se faire de manière, est-ce que j'ai partagé mon écran? Je ne crois pas. Oui, ok, c'est partagé, je vois. Le screen sharing, très bien. Donc, je retourne ici. Tac. Je vais faire, par exemple, une opération qui pourrait, disons, changer l'état dans la session 1. Je fais, par exemple, insert, voilà, bien, update, bon, quelque chose comme ça. Update, ma table s'appelle compte, 7, montant égale 13, montant égale 100, Weya, montant égale 100, Weya, ID compte, ID, compte égale 13. Donc, l'objectif pour moi, c'est de pouvoir modifier la ligne numéro 13. Donc, et puis, après, là, je vais afficher, from, je vais afficher from compte. Voilà. Du coup, à ce niveau, c'est OK. Je vais... Attendez, qu'est-ce qui ne va pas ici? Select. Ah, ici, je n'ai pas mis point virgule. Donc, ça, normalement, lorsqu'on fait des transactions, il faut délimiter avec point virgule. Donc, je vais exécuter ça. Et comme vous pouvez le voir, ici, j'ai 100. Donc, souvenez-vous qu'on est en train de travailler dans la même table. Ici, je vais faire un select. Je fais pareil. Select, comment puis-je dire? Select from compte. Voilà. Et voyons ce que ça va nous donner. Et voilà, qu'est-ce que nous remarquons ici? Déjà, on voit que nous avons
nous avons ici Jacques qui a 100 et Jacques qui a 112. Vous voyez bien? Donc, du coup, cela nous amène à comprendre que on a évolué, bien qu'on est sur la même table, bien entendu, la validation, ça ne peut pas se faire euh, que s'il n'y a pas une commit explicite. Ici, alors, là où j'avais lancé cette activité, dans cette même session, je vais lancer un rollback. Voilà, je vais lancer un rollback et après quoi, je vais afficher le contenu et ça retournait 112. Donc, ça a annulé l'activité et du coup, cela ne cause pas de problème. Si je viens ici, je vais trouver 112. Voilà. Du coup, OK, là, vous voyez déjà que on peut, donc là, l'isolation des transactions au moins, c'est confirmé. Bon, l'autre chose que l'on peut faire, c'est de, par exemple, essayer d'avancer un peu comme pour le cas de cet exercice. Et la première chose que l'on va faire, je vais mettre un select, donc un select dans la session 1, un select de la quantité où il y a quelque chose, je ne sais pas, et puis je vais mettre à jour, et voilà, je vais mettre à jour cette valeur. Et puis, de l'autre côté, donc là, je vais appuyer sur Entrée, pour, comme si j'ai exécuté. Et puis, je vais dans la partie de droite lire la quantité. Donc voilà, ou bien bon, lire la quantité. Bon, c'est quoi ça? C'est accéder à la valeur qui se trouve dans la base. Et par contre, je vais mettre un update. Donc, je vais utiliser, ici, je vais faire un update ici et un update ici. Et ici, je vais faire des commits. Des commits et ici, je vais faire un rollback. Je suis toujours dans dans les mêmes sessions. Je prendrai beaucoup plus de précautions, toujours toujours commencer avec un autocommit, autocommit égale 0. Parce qu'à un certain moment, c'est vrai, l'autocommit, ça a une durée. Lorsque je ferme cette fenêtre, cette session est expirée. Donc, il va retourner sur autocommit égale 1. Donc, pour être sûr que tout est OK, je vais commencer par cette auto commit égale 0 partout. Voilà, n'oubliez pas. Donc, là, on est dans, et puis après, l'autre transaction que je vais mettre, je vais faire start, start, transaction. Voilà, pareil ici, je fais aussi start transaction. Méfiez-vous de lettres majuscules. MySQL gère tout ça, c'est pas un problème. Alors, là, nous allons jouer sur par exemple, Amandine. Donc, on va faire update, update, euh, update, montant, montant égal 0, montant égal 0, where montant égal 0, where ID, compte égal, disons, 10. Voilà, donc je fais un petit saut. Et alors, donc ici, ce qu'on veut, c'est de update montant égal 0, tout ça. Je mets point virgule. C'est bien. OK. Qu'est-ce que t'as pas aimé ici? Unexpected update. Ah ouais. Qu'est-ce que je fais? Update compte. 7 montant égal. Très bien. Et ici, je vais faire update. OK, si vous voulez bien. Bon, ici, je peux faire update.
je mets 15. Non, non. Je garde, oui, ID égale 10. Ici, je mets à la place de 112, je mets 100. Voilà, tout ça, ce sont des opérations. Normalement, je vais faire l'update ici et l'update ici. Donc, ici, je vais exécuter à l'état actuel. Si vous voulez bien, je peux ajouter un peu du select pour m'afficher la valeur que je veux là-bas. Donc, et ici, je vais afficher et appliquer, donc faire des commits. Non, pardon, qu'est-ce que je fais? Voilà. Ça, j'exécute. Très bien. Et ici, je vais committer. Commit. Si j'applique du commit et OK, j'applique. Et ici, déjà, ici, ce que l'on peut voir, ici, on a mis 0. On n'a pas commité, d'accord? Ici, déjà, je peux afficher. Vous allez déjà voir que on n'a pas du tout 0. Même ici, si j'affiche, comme j'ai déjà fait le commit à droite, comme j'ai déjà fait le commit à droite, comprenez bien que ici aussi, on va afficher ça. Alors, ici, je vais essayer de faire des rollback, comme quoi, bon, je n'ai pas encore exécuté le commit. Voilà, je fais le rollback, OK, et j'affiche. Voilà, je fais le rollback et j'affiche. Voilà. Et vous voyez que là, qu'est-ce que nous devons constater? J'ai fait le rollback. Normalement, ça devrait me permettre, moi, je m'attendais à ce que je retourne à 100. On est d'accord? Je m'attendais à ce que je retourne à 100. Mais je n'ai pas pu y arriver parce qu'il y a une transaction en parallèle qui a effectué une opération et qui l'a committée. Donc, en d'autres termes, pour revenir à notre exemple, ici, on fait une opération, OK? Donc, je suis dans cette transaction-là, je la fais et après avoir fait cette mise à jour, l'autre fait la mise à jour ici, fait la mise à jour ici, donc T2, et lui, il commit. Moi, lorsque je vais à l'instant T égale 7, lorsque je vais vouloir annuler l'opération, ça ne sera plus possible. Donc, je m'attendrai à ce que ça soit, par exemple, disons, c'était 1000 avant, donc je devrais retourner, par exemple, à, comment puis-je dire, il y a 1000 et 500 qui sont ajoutés, je m'attendrai à retourner à 1500. Mais ce n'est pas le cas qui se passe. Donc, vous pouvez voir, si on regarde sur notre exemple, donc, nous avons initialement ici, comment donc ici, on a considéré les valeurs qui ont été committées par celui-ci. Donc, le rollback d'ici n'avait pas marché. Alors que si je fais une opération, par exemple, de type, voilà, si je fais set auto commit égale 0 et que je fais insert, bon, et que je fais update, je n'ai pas de date ici, je fais start transaction et que je mets insert into compte, donc values, je vais mettre le compte, donc le montant, values, je mets 100, quelque chose comme ça. Et donc, transaction, start transaction, OK. Et si j'exécute, je vais ajouter une ligne pour afficher select all from count. Voilà, si j'ajoute une ligne, vous voyez bien que ça, voilà, ça va me permettre de faire quoi?
ça va me permettre, il y a quelque chose qu'il n'a pas aimé, blablabla, il sait, valeurs. OK, bon, je devrais, donc je vais faire edit. Ici, je mets le nom, et ici, je mets X. X, OK. Et regardez-moi si c'est donc. Ah ouais, le problème c'était into. Into, voilà, très bien. Et c'est parti. J'exécute et on peut voir clairement que il y a X, mais si je vais ici, bon, toujours pour tester, on va voir que notre X n'est pas visible. Donc, c'est toujours isolé, c'est pas visible. Et de cette manière, donc, comme il n'y a pas un commit qui s'est passé ailleurs, ce que je peux faire ici, je peux carrément faire un rollback, roll, rollback et afficher select from compte. Et nous allons voir que, voilà, il va faire quoi? Il va afficher et il n'y aura pas le X parce que l'opération sera annulée. Donc, OK, voyons un autre exemple. Un autre exemple, ce qu'on appelle la lecture. Bon, ça, c'est le même cas. Et qu'est-ce qui s'est passé, par exemple? Nous avons une table qui est juste ici. Et on voit que il y a eu la lecture, par exemple, ici au niveau de transaction 1. Ça veut dire, donc, la première opération qui a été faite, c'est la lecture ici. On a lu le select kappa from salle, where numéro égal 319. La deuxième opération qui a été faite, ça a été de lire, de select kappa, le même truc, where égal 319. Jusque-là, c'est OK. À ce niveau, ce qui se passe, c'est que à ce niveau, on va mettre donc update salle, 7 kappa égale 10, where numéro égale 319. Jusque-là, vous comprenez ce qui s'est passé, c'est que à droite, je suis dans une transaction, je viens de mettre à jour la valeur, mais donc à gauche, ils ne vont pas ça. Donc, comment puis-je dire? Euh, la quatrième opération qui a été là, ça a été de select kappa from salle where numéro égal 319. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? À votre avis, qu'est-ce que T1 va voir? Non, je vous laisse raisonner et on va discuter après. Vous allez me dire combien ça va afficher. Sachez bien que chaque transaction avance de manière qui est isolée. Donc, l'opération 5, ça a été d'annuler l'opération, voilà. Et là, il n'y a pas de souci. Si on faisait l'opération 6, donc dites-moi, si il y aurait une opération 6 qui vient juste après, qu'est-ce que ça dirait? Donc, à l'opération 4, qu'est-ce que la transaction a affiché? Et à l'opération 6 qui va venir après le rollback, qu'est-ce que la transaction T1 va lire? Très bien, euh, ça c'est côté la lecture sale ou la lecture impropre. Il y a aussi la lecture non reproductible. Voilà, on va juste aussi regarder sur cet exemple. Ce qui se passe, c'est que nous avons au niveau T1, nous avons la transaction numéro 1 qui lit les données. Nous avons la transaction numéro 1 qui lit les données. Donc, voilà, juste une seconde. Alors, donc pour le cas de la lecture non reproductible, bon, on va disons voir un autre cas où, par exemple, la transaction 1, elle a lu les données pour bon, les utiliser, disons. Et puis, vous voyez, au niveau de T1, il a fait un select, voilà, il a récupéré une donnée, voilà. Pour que cette donnée-là, elle va être utilisée dans une procédure quelque part. Et puis, les verrous exclusifs, ce que ça fait, il va accéder à cette variable qui est quantité, il va bloquer, il va faire tout ce qu'il a à faire
il va lire, il va mettre l'update et puis il va valider. Celui-ci, il ne pouvait pas, pendant que T2, comme il y a un vélo qui est là, exclusif, pendant tout le temps où, comment puis-je dire, T2 est occupé à utiliser la variable quantité, T1 ne pouvait pas y accéder. Et du coup, il va attendre quand T2 va terminer. Mais si vous pouvez voir la chronologie, T2 a commencé la lecture, a commencé le verrouillage après que T1 ait déjà lu la donnée. Donc, lorsqu'il va libérer, donc la libération du verrou qui sera donc de blocage va être élevé avec le commit. Celui-ci, il va lire, mais cette fois-ci, donc supposons qu'il avait déjà commencé à faire des traitements. Donc, je commence un traitement. Je commence un traitement. On va mettre ça dans le temps. Je prends x égale 15. Je commence à calculer la valeur de y qui est égale à x carré plus quelque chose. Pendant que j'ai déjà calculé 2, 3, 4 valeurs de y en utilisant la valeur de x que j'ai lu, je suis stoppé. Et là, cette valeur va être changée pendant que moi je suis stoppé. Et lorsque je vais reprendre la main sur cette variable, je vais bien entendu lire pour pouvoir continuer. Et je vais, à la fois, les traitements ont déjà évolué, ils se trouvent à un point X, parce que j'ai déjà calculé 3 ou 4 et 5 ou 5 valeurs. Mais dans la suite, je vais faire ces traitements mais cette fois-ci en utilisant une nouvelle valeur. Donc là, ça peut continuer, ça peut, comment que je dire, ça peut conduire à des chevauchements, surtout dans les calculs. Donc, c'est non reproductible parce que la transaction T1 en avait besoin pour continuer à faire les traitements qu'il avait à faire, mais malheureusement, à cause du verrou, il n'a pas pu continuer à accéder à cet espace et du coup, il va attendre lorsque ça va être libéré et lorsque ça va être libéré, malheureusement, ça sera trop tard. Voilà, parce que une nouvelle valeur sera déjà là, il va être obligé de faire avec. Voilà. Et puis, ça, c'est notre exemple que l'on peut. Voilà, par exemple, on sélectionne les valeurs dans kappa, là où le numéro c'est 319. OK, ça, c'est la première opération, la première transaction. La deuxième transaction, en même temps, elle met à jour la salle, elle met à jour update salle, 7 kappa égale kappa plus 10, oui, tout ça, et il commit. Bon, normalement, le commit, c'est pour la validation. Et lorsque, au niveau de la transaction numéro 4, T1 va essayer de lire, il va trouver que la valeur en soi n'est plus la même. Donc, il va trouver la valeur. Donc, dans sa conception, dans la conception de T1, il pensait que la valeur, c'est toujours celle qu'elle avait eue, mais la valeur est déjà changée. Donc, ça, je vais vous demander d'expérimenter le cas de la lecture non reproductible. Vous allez essayer de l'expérimenter vous-même avec deux sessions que vous allez ouvrir en parallèle. Et comme ça, vous évaluez ça en se référant, par exemple, sur ce qu'on a fait sur la lecture impropre. Donc voilà, ça c'est non reproductible. Et maintenant, la lecture fantôme. Le mot fantôme, c'est bouffe. Si même on allait dans le raisonnement des humains, on dirait un fantôme, c'est quelque chose qui peut, ça tombe de nulle part, on ne sait pas ce que c'est. Alors, pour comprendre cet usage-là un peu abusif, regardez par exemple le cas que l'on a ici. Nous avons une transaction au niveau de l'instant T1, je fais une lecture, l'autre fait une lecture. OK, on est là. Et puis, au niveau de T égale 3, je mets à jour la valeur que j'ai lue. OK? Mais souvenez-vous bien, comme cette transaction-là, elle évolue dans sa session, elle n'est pas liée avec l'autre. Et celle-ci, elle évolue dans sa, comment puis-je dire,
dans son coin. Celui-ci, alors, il a lu la valeur de quantité qu'il a mise à jour. Celui-ci, il a lu, c'est bien, très bien. Mais au niveau de t égale 4, celui-ci, il fait le commit. Donc, c'est bien, il a mis à jour la valeur qu'il a lue. Au niveau de T, bon, bien entendu, ça devient 4. L'état de la table, ça devient 4000 parce qu'il a lu 1000 et au niveau de T, de l'instant T égale 3, il a ajouté, c'est devenu 3000. Et du coup, après, il a validé de manière explicite cette valeur. Ça voudrait dire que dans la table, normalement, la valeur de table, c'est 4000. Mais souvenez-vous que ici, lorsque on a lu, donc on a tous lu 1000. Lui, il a lu 1000, lui, il a lu 1000. Donc, pour aller faire cette mise à jour, il n'est pas allé faire la nouvelle lecture. Il a juste continué avec la valeur qu'il avait dans son, voilà, qu'il avait déjà. Et du coup, l'état de la base, normalement, c'est, comment puis-je dire, c'est 4000 après son commit. Son commit fait que l'état de la base devient 4000, donc pour avoir les quantités. Mais celui-ci, il va mettre à jour en utilisant la valeur qu'elle avait lue avant le commit. Et du coup, lui, il va exiger que, donc il va forcer et ça va être 1005. Donc, pour T1, lorsqu'il regarde, il va dire, mais c'est quoi ça? C'est fantôme. Donc, il ne comprend pas d'où est venu 1005. Alors que, voilà, un exemple, T1 était de modifier simultanément la quantité et à la fin, on souhaite avoir 1400. Donc, du côté de T1, il souhaiterait avoir voilà, 1450 alors qu'en réalité, c'est 1005. Donc, tout cela, c'est une lecture qui est fantôme. À la fois, si on interroge celui-ci, il ne va pas comprendre pourquoi on tombe dans cette situation. Pareil à celui-ci. Celui-ci s'attendrait à ce qu'il y ait 4500, mais ce qui n'est pas à ce qui est 4000, mais ce n'est pas le cas. Et celui-ci s'attendrait à ce qui est 1005, ça c'est ça qui a été le cas. Mais en général, si nous, qui se positionne à côté, normalement, ça devrait nous mener à, on devrait attendre, comment puis-je dire, on devrait attendre 4500 parce que celui-ci a commité, il a ajouté 3000 et celui-ci a commité, il a ajouté 5. Donc 3000 plus 5 plus 1000, ça fait déjà 4005, mais ce n'est pas le cas parce que donc cette lecture fantôme a fait que chacun a évolué dans son coin et il a modifié la valeur qu'il avait déjà mis dans sa variable locale. Et lorsqu'il est arrivé le moment de faire le commit, chacun a commité avec la valeur qu'il avait extraite avant. Et du coup, donc, même celui qui a commité en dernier lieu, il ne s'était pas intéressé à aller jeter un coup d'œil sur la valeur actuelle de quantité. Il a juste utilisé celui qui est là. Ça, c'est la lecture fantôme. Voilà. Du coup, vous pouvez aussi vous intéresser à cet exercice. Je vous demande d'expérimenter ça. Et voilà, et après, je pense demain, on va voir comment ça a évolué. Voilà, donc après, on pourra voir des niveaux de verrouillage, donc lecture des données, et puis voilà, on pourra voir comment on applique comment puis-je dire, les isolations, les niveaux d'isolation, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais avant de partir, ça, on pourra faire ça en pratique, mais on va juste parler un peu des verrous ici. Les verrous, comme je vous l'ai dit, ça consiste à bloquer la ressource en cours d'utilisation. Et donc, si il y a une variable qui est là en cours d'utilisation, et que je la bloque, par exemple ici, je la bloque, les autres variables ou applications ou utilisateurs qui auront normalement le besoin d'utiliser cette ressource ne pourront pas y accéder tant que je ne l'ai pas libérée. Donc, voilà. Donc, du coup, euh, il y a des vélos implicites. Donc, donc, il y a des vélos implicites. Donc, s'il y a les implicites, ça voudrait dire qu'il y a aussi des vélos explicites. Donc, il y a des blocages explicites où je dis, je fais lock
Je fais tout ce que je vais à faire et après, je vais libérer. Il y a d'autres qui sont faits par le système de gestion de base de données. Dans tous les cas, vous savez bien, lorsque il y a on se met à faire passer des commandes à gauche, à gauche, à droite, même pour les bases de données qui ne sont pas transactionnelles, le système de gestion de base de données, il va nous mettre dans une certaine attente ou pour attendre que la donnée, par exemple, la mise à jour qui est en cours finisse et ainsi de suite. Là, il le fait de manière implicite. Donc, le système de base de données relationnelles, il gère automatiquement les values qui sont vues dans l'exemple. Un alter table n'est pas possible pendant que d'autres opérations sur cette même table s'exécutent. Donc, il va voir quand même ça, c'est pas logique. On veut changer la structure d'une table alors qu'en réalité, il y a des écritures qui sont en cours d'être faites dessus. De ce fait, il y a aussi donc de l'autre côté, il y a aussi les verrous explicites que l'on applique nous-mêmes. Les verrous implicites ne suffisent parfois pas dans le cas de certains accès concurrents. Il faut alors placer manuellement les verrous pour protéger l'intégrité des données. La pose de verrou nécessite une réflexion poussée. Il faut trouver le verrou le plus adapté pour protéger l'intégrité des données en limitant les problèmes de performance. Tout à fait correct et logique dans le sens où, imaginez que nous avons une ressource concurrente, donc une ressource à accès concurrent, et que on pose les verrous, je lock une ressource qui est susceptible d'être utilisée par 3, 4, 5 applications. Donc, si je fais lock, ça veut dire que je le bloque. Les autres qui l'utilisent vont devoir attendre quand je vais le libérer. Imaginez alors le temps d'attente que ça pourrait conduire. Donc, je bloque, je fais tout ce que j'ai à faire, je libère. Très bien. Le second, donc ça, c'est ce qu'on appelle une sérialisation. Le second va accéder à cette ressource, il va faire ce qu'il a à faire. Voilà. Imaginez, prenons le pire cas où les six sont arrivés au même moment et que le premier arrivé occupe, prend son temps et après il libère. Le second commence, le troisième commence, le quatrième, le cinquième et le sixième, imaginez le temps qu'il aura attendu. Donc cela pourrait conduire à comment puis-je dire, cela pourrait conduire à des pertes de performance où vous voyez que la base de données peut être en cours de manifester une certaine lenteur et vous demanderez pourquoi, mais peut-être que c'est dû à cela. Mais les vélos aussi, c'est vrai, ils permettent de protéger l'intégrité des données à 100%, mais ils ont des conséquences aussi, comme la lenteur que l'on vient d'évoquer. Il y en a d'autres. Les conséquences, la durée d'attente, c'est ce que je vais te dire. Prenons le cas, par exemple, où nous avons une ressource, pardon, prenons le cas, par exemple, où nous avons une ressource T1, donc voilà, qui accède, voilà, lorsqu'une transaction se termine et qu'un verrou est libéré, le système de gestion de base de données choisit la transaction suivante T parmi les transactions en attente dont les ressources nécessaires sont disponibles. D'accord? On dit donc sont disponibles parce que je peux être une application mais j'ai besoin de 3 4 ressources. Donc, 3 ou 4, je consomme 3 ou 4 ou 5 variables. Du coup, le système de gestion de base de données, il va faire une optimisation. Il va placer celui dont tous les inputs nécessaires sont déjà prêts pour continuer. Alors, le problème, c'est lorsqu'une transaction a besoin d'accéder à deux données qui ne sont jamais libres en même temps. Voilà, qui ne sont jamais libres. Donc, euh, ça peut conduire à des problèmes. Donc, pour illustrer ce cas, c'est très simple. Donc, je suis une application, j'ai besoin de 3 inputs. Donc, input, ça veut dire la donnée que je vais lire quelque part, par exemple. OK? Et ces données-là, elles proviennent des sources différentes. Le problème, c'est que il est rare ou quasiment, comment puis-je dire, il est rare que les deux données puissent être disponibles en même temps. Cela nous mène à ce problème de dire, bon, attends,
Si alors le système de base de données va regarder si la donnée numéro 2 n'est pas encore disponible, celui-ci, je ne vais pas le prioriser, je vais placer celui qui a tous les inputs. Alors, il est là, il attend la donnée numéro, il a la donnée numéro 1, mais il attend la donnée numéro 2. Donc, ça peut conduire à un temps d'attente qui est vraiment colossal. Ça, c'est le cas où cette transaction peut avoir besoin de données ici et ici. À un instant T, celui-ci peut être disponible, mais celui-ci, pas encore. Du coup, il est obligé de l'attendre parce qu'il est bloqué. Donc, ça, c'est l'une des conséquences des durées d'attente qui sont relativement longues. Et puis, l'interblocage interminable, ce qu'on appelle les deadlocks. Donc, ça veut dire, moi, j'ai besoin d'une ressource. Par exemple, moi, je peux avoir besoin de deux ressources. Et puis, ces deux ressources et l'autre a besoin de deux ressources. Parmi les deux ressources dont j'ai besoin, il y a l'une qui est produite par le consommateur direct. Et du coup, le problème, c'est qu'on peut se retrouver que j'ai la ressource, je la tiens ici, et lui aussi, il a, il bloque parce qu'il en a besoin, et à un certain moment, on va se trouver dans ce cercle où personne n'a voulu céder. Voilà, donc certains verrouillages peuvent conduire à une situation d'impasse où des transactions se bloquent mutuellement. Prenons par exemple le cas des transactions T1 qui a besoin d'accéder à deux tables, table T1 et table T2. La transaction T2 a besoin d'accéder à deux tables, table T2 et T1. Bon, dans l'ordre. Donc, T1, il a besoin d'accéder T1, il a besoin d'accéder d'abord à table 1 et puis à table 2. T2, il a besoin d'accéder d'abord à table 2, après, il va accéder à table 1. Et vous voyez là que pendant que euh, comment que je dis, table 1, T1, T1 verrouille table 1, pendant que T2 verrouille table 2. Donc, du coup, il n'y aura pas de, comment que je dire, il n'y aura pas de, on va pas céder les priorités, quoi. Donc, voilà, je vais lire tout le paragraphe. Donc, T1 verrouille table 1 parce qu'il est en train de l'utiliser, pendant que T2 verrouille table T2. Vous voyez là. Donc, comme T1 commence par table 1, il doit verrouiller parce qu'il est en train de l'utiliser. Et de l'autre côté, comme table T2, donc transaction T2, commence par table T2, il doit verrouiller parce qu'il a besoin de l'utiliser. Mais lorsque table T1 va terminer comment puis-je dire, l'utilisation de la ressource table 1, rien donc, il peut se trouver que T2 est en cours d'utiliser table T2, alors que la transaction T1 voulait passer immédiatement comment que je voulais passer immédiatement à table T2 qui est occupée à ce moment. Et du coup, ou vice-versa, T2 peut commencer avant l'usage de table 2 et à ce moment, il a besoin d'accéder à table 1. Et à ce niveau, du coup, ça reste dans ce blocage-là. Donc, donc j'ai fini, mais la source dont j'ai besoin, elle n'est pas disponible. Et c'est moi qui détiens l'autre. Donc, ils se bloquent mutuellement. Ça, ce sont des conséquences que l'on peut voir. Il peut aussi se trouver les erreurs humaines, par exemple. Prenons par exemple un vélo placé sur une transaction qui attend une intervention humaine risque de bloquer longtemps d'autres transactions en attente. Prenons par exemple un comptable qui veut modifier le prix d'un article. OK, on est dans un cas qui est en pratique. Il veut modifier le prix d'un article. Alors, il va faire quoi? Début d'une transaction, là, c'est start transaction, pause d'un vélo, là, c'est lock, donc, comme il veut changer son prix, il a besoin de bloquer pour que, il a besoin de gérer, parce que c'est une suite d'opérations qu'il va faire, il a besoin de bloquer tout cela dans une transaction, quitte à ce que
toutes les opérations qui vont se faire puissent se faire avec la nouvelle valeur. Alors voilà, c'est bien, il fait bien. C'est une bonne décision de gérer ça dans les transactions, mais voilà, il pose le verrou. La transaction affiche le prix de l'article. Le comptable saisit le nouveau, donc il le change. Toujours, on est dans le verrou, c'est bloqué. Mais entre-temps, il va prendre un café. Donc, il a bloqué, non? Il va prendre un café. Le verrou va continuer de bloquer les autres transactions parce que, comme vous pouvez le voir, la ressource en question, c'est le prix. Et le prix, il est bloqué par cette transaction jusqu'à là inachevée et surtout il y a un verrou explicite qui est là. Et puis, à un certain moment, le comptable arrive. Peut-être que cela puisse être fait de manière, bon, inconsciemment. Il arrive et il va se rendre compte que finalement, il n'a pas libéré le verrou avec le commit. Donc, le comptable, il vient, il valide, valide l'update, il modifie le prix, fin de la transaction et le verrou, la libération du verrou est actée. À ce niveau, bon, vous comprenez bien qu'il peut se trouver beaucoup, donc on peut se trouver dans une situation d'attente qui est beaucoup plus liée à l'inattention de la personne. Voilà, donc vous allez essayer d'expérimenter cet exercice. Donc l'objectif est de pouvoir effectuer des opérations bancaires du compte épargne vers le compte courant en vue d'analyser le comportement des transactions mises en place. En pratique, il faut qu'à chaque débit du compte épargne, il faut que le compte courant soit crédité du même montant, machin, et inversement. Donc, ce qu'il faut faire, il faut créer une base de données et les tables jugées utiles pour gérer les opérations. Initialement, il faut créditer d'abord le compte courant, d'abord avant de faire toute épargne. Ensuite, faites les mouvements de débit et crédit sur l'un ou l'autre des comptes et à chaque fois, évaluez les résultats obtenus en fonction du niveau d'isolation employé. Les niveaux d'isolation, on va les voir. Et puis, expérimenter les différents types d'anomalies de lecture, sales, non reproductibles, les fantômes, par des exemples concrets. Donc, le, ok. Voilà. Et puis, un autre deuxième exercice à faire, c'est gestion des spectacles. Donc, vous allez faire comme pour le TP1, mais cette fois pour la gestion des spectacles. La situation est telle que la salle de spectacle a un nombre limité de places. Voilà. À chaque fois qu'il y a réservation, le nombre de places se décrémente d'une unité et s'il arrive qu'un client décommande, le nombre de places s'incrémente d'une unité. Nous allons considérer que toutes les places ont un même prix qu'il nous revient de préciser. Alors, évaluer à chaque fois que le montant encaissé est proportionnel au nombre de places vendues. Voilà, du coup, pour cette première partie, à part les niveaux d'isolation, je pense que c'est bon, on pourra donc engager une discussion, un échange où vous pourrez poser des questions et après quoi, on va passer à la partie numéro 2 qui va consister à gérer les accès. Donc, voilà, les droits d'accès. Bon, OK, je vais vous mettre tout ça